Dans le Donbass, est-ce que les villes de Konstantinivka et de Druzhkivka seront encore sous contrôle ukrainien à la fin de cet été? C'est la question qui est sur beaucoup de lèvres ici en Ukraine, alors que l'été commence, que les opérations russes de grignotage continuent sur les fronts du sud-est et que l'armée ukrainienne continue d'accuser un certain nombre de problèmes qu'elle peine décidément à dénouer. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on tente ensemble d'envisager ce à quoi pourraient ressembler les opérations sur les théâtres ukrainiens. Ici dans la région, l'été commence le 1er juin, mais moi j'ai l'habitude que ça commence au solstice, le 21 juin, et en plus de ça, la météo ne s'est pleinement réchauffée que la semaine dernière, donc c'est un bon moment pour dresser des perspectives pour la période des opérations estivales. On n'est pas du tout, il faut bien le dire, à l'échelle du Moyen-Orient où une série de frappes successives entre Israël et l'Iran déstabilise une région aussi grande que l'Europe et une dizaine de pays. Même si ce matin 24 juin, Donald Trump annonce qu'un cessez-le-feu a été instauré, on va voir en effet si ça tient. Mais en tout cas en Ukraine, on parle bien encore et toujours d'opérations localisées et d'avancées russes très limitées géographiquement par rapport à l'étendue du pays. Mais ce sont des avancées quand même. Et les Russes maintiennent un effort offensif, un effort de poussée depuis déjà l'automne 2023. Et cet effort, il s'accélère avec le retour de la saison chaude. En mai de cette année, ils auraient saisi 450 km² de territoire, ce qui représente leur meilleure performance mensuelle depuis le début 2025. Ça, cette bonne performance, c'est principalement du fait de leur poussée dans l'oblast de Soumy, après avoir repoussé les Ukrainiens de l'oblast de Koursk en Russie. Même si ces conquêtes russes au nord de l'oblast de Soumy et donc au nord de l'Ukraine, elles sont relativement limitées, et en plus de ça, maintenant le front s'est structuré, les Ukrainiens résistent et mènent des contre-offensives localisées. Donc la perspective d'une réelle poussée russe s'est estompée ces derniers jours. Mais d'une part, ça a placé la ville de Soumy à portée des drones FPV russes, et donc ça représente une menace constante sur les habitants. Et d'autre part, cette nouvelle zone d'opération étire encore un peu plus le front, qui pendant très longtemps s'est étalé sur environ 900-1000 km de long, mais qui aujourd'hui s'étale sur 1200 km de long. Et ça, que ce soit pour un camp ou pour un autre, ça tire sur les ressources disponibles, et on sait que à ce jeu-là, l'Ukraine n'est pas dans une position favorable. Donc comme j'ai dit, vu la tournure qu'ont pris les opérations dans l'oblast de Soumy, on ne s'attend pas à une grosse percée déterminante dans les semaines qui viennent. Et il en va de même pour les secteurs de Kharkiv, de Kupiansk, ou le front sud en dessous de Zaporizhia, où les combats sont acharnés, mais où les défenses tiennent. Là, en l'occurrence, tous les regards sont portés sur le secteur Pokrovsk, Konstantinivka, Druzhkivka, puisque c'est là que les évolutions sur le terrain offrent le plus de potentiel de mouvement en faveur des forces russes. On le voit sur cette carte, ils ont constitué ce qui ressemble de plus en plus à une poche qui peut se refermer sur les positions ukrainiennes au sud de la route T0504. Et de fait, les Russes se sont rapprochés suffisamment pour déjà faire voler des drones FPV au-dessus de la ville de Konstantinivka. Ça, on le voit sur cette vidéo qui est tirée d'une unité russe, et c'est assez nouveau puisque pour faire voler un drone FPV au-dessus de Konstantinivka, ça veut dire que les Russes en sont à 15-20 km maximum. Et encore une fois, ça illustre le danger qui maintenant flotte de manière permanente sur la ville. En plus de cela, le terrain leur est aussi favorable. Vous voyez sur cette carte qu'ils bénéficient des positions en hauteur par rapport à la ville de Konstantinivka. Et donc, ils ont déjà une capacité de nuisance assez conséquente sur cette ville qui comptait environ 70 000 habitants avant-guerre. Pour l'instant, l'avancée russe depuis l'ouest, le long de la route T0504, est enrayée par les défenses ukrainiennes. À l'est de cette zone, les Russes n'arrivent pas non plus à dépasser le verrou des ruines de Tchassiv Yar. Mais au sud, par contre, la conquête de Toretsk est bel et bien achevée. Ces cartes de Deep State ne le reconnaissent pas encore, mais la ville est bel et bien tombée, à part un dernier poste ukrainien autour d'une mine abandonnée dans le nord de la ville. Et c'est là où il y a cette perspective de mouvement, puisque si ce dernier bastion ukrainien tombe, alors les Russes ne seront plus qu'à 3 km du lac du Klebenbuk, qui était un très bel espace au sein d'un parc naturel, mais qui là servira juste d'obstacle naturel qui permettra aux Russes de scinder la zone tenue par les Ukrainiens en deux. Et ce qui leur permettra de précariser encore un peu plus les positions ukrainiennes jusqu'à vider cette poche en remontant jusqu'à la route T0504. Ça semble être la première étape d'une séquence à venir dans les semaines prochaines. Quant à la suite des opérations, les experts militaires voient deux scénarios, soit une attaque frontale russe sur Konstantinivka en remontant le long de la route vers Kramatorsk, et ce qui impliquerait une guérilla urbaine, une lutte pour chaque pâté de maison,
trahison, et sans aucun doute une destruction systématique de Konstantinivka, telle que les Russes savent si bien faire, soit le deuxième scénario, une manœuvre en tenaille depuis les campagnes pour remonter directement sur Druzhkivka, et donc pour fragiliser le cœur de cette conurbation qui, rappelons-le, unit Konstantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk et Slaviansk. Et avec cette manœuvre en tenaille, les Russes prendraient plus de volume dans leur opération et donc plus de territoire, et ils fragiliseraient les structures défensives de cette conurbation. Aussi, en élargissant leur flanc entre Pokrovsk et Druzhkivka, ils pourraient reprendre leur manœuvre de contournement de Pokrovsk et peut-être enfin atteindre cet objectif stratégique de prendre Pokrovsk, une ville de 60 000 habitants qu'ils assiègent depuis déjà 8 mois. Je mentionne juste ici en passant qu'à l'ouest de Pokrovsk, les Russes vont de toutes les manières continuer leur avancée vers l'oblast de Dnipropetrovsk, mais ça, ce sont d'abord et avant tout des avancées à travers des champs et de la steppe, donc ça ne va pas avoir un intérêt significatif, en tout cas dans un premier temps. Pour revenir sur Pokrovsk, Konstantinivka, Druzhkivka, voilà les deux scénarios que les experts militaires prévoient pour cet été, avec cette idée que le scénario d'attaque sur Druzhkivka serait un scénario maximaliste, compte tenu des capacités opérationnelles russes pour cet été, mais évidemment, encore faut-il que ce scénario ou l'autre se réalise, puisqu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, les défenses ukrainiennes tiennent, et il est possible que les Russes ne parviennent pas à avancer comme ces deux scénarios l'envisagent. Cela dit, il y a quand même une série d'éléments qui permettent d'imaginer que la poussée russe va se poursuivre, puisque évidemment l'armée russe connaît un certain nombre de problèmes, et elle enregistre de lourdes pertes, même si on n'a que des estimations insatisfaisantes, mais en face, l'armée ukrainienne accuse aussi le coup. On est loin des problèmes colossaux qui avaient émaillé l'automne dernier, mais il reste quand même une série de manquements structurels auxquels doit faire face l'armée. On en compte 4. Le premier, c'est le manque d'effectifs, il est bien connu, notamment au niveau du recrutement et de la formation, là où les Russes parviennent à recruter beaucoup plus largement, puisque selon le haut commandement ukrainien, il y aurait désormais environ 700 000 soldats russes qui seraient déployés sur les fronts ukrainiens. Le deuxième problème, c'est le manque de munitions pour l'artillerie, malgré la production nationale qui est montée en puissance et le soutien européen qui reste constant. La haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, Kaja Kallas, vient tout juste d'annoncer qu'elle avait récolté 80% des promesses pour collecter 2 millions d'obus d'artillerie pour les envoyer en Ukraine en 2025, mais ces obus ne sont pas encore livrés et l'Union européenne ne prévoit apparemment pas d'excéder son objectif, et sur le terrain, de facto, les Ukrainiens ont toujours beaucoup moins à tirer que les Russes. Le troisième problème, c'est un manque de drones dont ne souffrent pas à égalité toutes les unités, mais qui se ressent dans plusieurs secteurs du front. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la densité des drones s'est vraiment accrue jusqu'à constituer un espèce de mur de drones d'environ 10-15 km le long des lignes de front, mais si les Russes continuent à avancer dans certains secteurs, c'est bien qu'il y a encore des trous dans la raquette. Et ça, c'est particulièrement frustrant pour les Ukrainiens, puisque non seulement on les sait très en avance dans les innovations technologiques, en plus de ça, la production est montée en puissance ces 2 dernières années, mais malgré cela, les Russes continuent de produire plus et de disposer de plus de drones. Et le quatrième problème, c'est le micromanagement du haut commandement, plus précisément du commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrski. Il s'immisce dans toutes les prises de décision, même au niveau le plus local, ce qui peut avoir des effets contre-productifs, par exemple sur des fortifications qui auraient dû être édifiées dans certains secteurs, mais qui ne l'ont pas été à cause du contre-avis du commandant en chef, et l'Ukraine en a payé le prix fort. Et on sait notamment à travers un long récit du New York Times que Oleksandr Syrski avait déjà un rôle de disruption avec des effets contre-productifs quand il servait sous l'ancien chef des forces armées Valery Zaloujny. Oleksandr Syrski est de plus en plus critiqué par des voix dissonantes dans l'armée ou par des experts militaires, ce qui vient d'ailleurs rappeler à quel point l'Ukraine est un pays ouvert où le débat public est vivace. Oleksandr Syrski est fortement critiqué après l'échec de l'incursion à Koursk, qui au final a rapporté plus de négatifs pour l'Ukraine que de positifs. Il est aussi critiqué pour son manque de considération pour ses troupes et pour son obstination à continuer des opérations offensives, là où une partie de son état-major lui recommande depuis déjà un certain temps de passer en défensive intégrale. Dernièrement, ça a causé une série de frictions et des changements de personnel. On se rappelle de ce commandant d'unité, Oleksandr Chirichin, qui a démissionné de son poste avec fracas
en accusant sur Facebook le haut commandement d'avoir assigné des missions idiotes qui ont conduit à des pertes insensées dans la région de Koursk. On a aussi le général Mikhailo Drapati qui a démissionné de son poste de chef de l'armée de terre pour être ensuite assigné à celui de chef des forces interarmées. Mikhailo Drapati qui préconisait une attitude purement défensive et qui s'était heurté à Oleksandr Syrski plus d'une fois. À l'heure actuelle, on ne sait pas si Oleksandr Syrski peut être remplacé et on ne sait pas qui pourrait le remplacer ni si ça réglerait les problèmes structurels de l'armée ukrainienne. Ça c'est plus de la spéculation, mais en tout cas si on reste sur les logiques actuelles, Oleksandr Syrski a d'ores et déjà intégré le fait que les Russes vont chercher à pousser sur l'ensemble des fronts au cours de l'été, avec évidemment cette focalisation sur cet espace autour de Pokrovsk, Konstantinivka, Družkivka, à suivre donc de très près dans les semaines qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.